Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Je suis Danielle Segas, conceptrice de Aimer lire écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie. Je partage aujourd'hui mon expertise et mon expérience avec des parents, des enseignants, des professionnels de l'enfance pour aider davantage d'enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire. Ce soir, le thème de notre live du mardi soir, tous les mardis, donc je donne un live sur la page Aimer lire écrire, et le thème c'est arrêtez de croire aux étiquettes, arrêtez de croire aux pronostics, croyez en vous, croyez en votre enfant. Bonsoir Amina, bonsoir tout le monde. Je vais changer le casque parce que je préfère l'autre. Voilà, je fais changer. Ouais. Voilà, il y en a un que je préfère, c'est le premier que j'avais, mon tout premier casque, je le préfère au second, je trouve que, voilà, je préfère ma voix dans celui-ci que dans l'autre. Voilà, donc bonsoir tout le monde. J'ai publié sur la page, je crois, ou en tout cas sur le groupe privé de Aimer lire écrire, la vidéo d'une jeune actrice trisomique. C'est elle qui dit « Ne croyez pas aux étiquettes, croyez en vous ». Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis, depuis des années. Il ne faut pas confondre un diagnostic avec un pronostic. Un diagnostic se fait grâce au bilan de professionnels qui vont mettre un nom sur un trouble, une difficulté rencontrée ou bien une maladie. Là, nous parlons de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en particulier, mais voilà, un diagnostic, je vous raconterai d'ailleurs une histoire à ce sujet assez dramatique. Donc un médecin ou un professionnel va poser un diagnostic, mais ce diagnostic il est posé à un moment donné et on va mettre en œuvre un traitement entre guillemets ou des moyens pédagogiques pour essayer de résoudre ce problème, le problème qui se pose aujourd'hui et qui a entraîné ce diagnostic. Voilà. Mais un pronostic, c'est faire des suppositions sur ce qui va se passer par la suite, une fois que le diagnostic est posé. Est-ce que, voilà, imaginons pour une maladie par exemple, les médecins sont bien incapables de dire si même en cas de cancer par exemple, les médecins sont bien incapables de dire combien de temps il reste à la personne à vivre. Et lorsque les médecins le disent, c'est très souvent aussi qu'ils se trompent. Et à ce sujet, moi je me souviens, j'ai eu une dame qui était venue me consulter à l'île de la Réunion alors que je dirigeais j'étais consultante en audio-psychophonologie et que j'avais créé un centre Tomatis. Et donc, je voyais beaucoup d'enfants, mais je voyais aussi beaucoup d'adultes. Et un jour, une dame est venue consulter parce que elle avait été hospitalisée en clinique psychiatrique, entre guillemets. Elle n'était pas folle, mais elle avait fait une grosse dépression. Et là, elle était à la fin en fait de son hospitalisation. Elle commençait à pouvoir sortir quelques jours, rentrer de nouveau à la clinique, etc. Et qu'est-ce qui lui était arrivé à cette personne? Eh bien, il lui était arrivé ceci. C'est son fils aîné à la naissance de sa sœur, 12 ans plus tard, je crois. Je crois bien qu'il avait à peu près cet âge-là, dans les 12-13 ans. Il a eu une petite sœur. Et il a perdu la marche. Il ne marchait plus. Donc ils ont consulté, et ils ont consulté un neurologue à Paris. Et le neurologue a dit, écoutez bien ça quand même, parce que ça c'est ce que m'ont rapporté les personnes.
cette dame. Je n'étais pas là lors de la consultation avec le neurologue. D'après cette dame, le neurologue a dit je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne vivra pas plus vieux que 30 ans. Vous entendez? Je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne vivra pas plus vieux que 30 ans. Et il se trouve que cette dame, eh bien, elle a cru ces paroles. Et toutes ces années, elle a attendu que son fils ait 30 ans et elle attendait la mort de son fils. Vous imaginez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'il a eu 30 ans et qu'il n'est pas mort. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? C'était une enseignante d'ailleurs à l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, elle a sombré en dépression. Voilà. Et je ne sais pas si ça se trouve, son fils, il est toujours vivant aujourd'hui. Donc vous voyez, ne pas faire de pronostic parce qu'on ne sait pas. Le pronostic, c'est de l'imaginaire. Et à ce moment-là, on est dans la croyance, on n'est pas dans la réalité. Le gros problème avec les pronostics ou avec nos systèmes de croyance, c'est qu'on peut tout à fait faire advenir quelque chose qui ne serait pas advenu. C'est-à-dire, c'est notre pensée qui crée la réalité. Donc c'est très important de surveiller nos pensées et de rester toujours dans une croyance positive, parce que on va remplacer une croyance négative par une croyance positive. Parce que à quoi ça sert d'alimenter une croyance négative? Parce qu'elle ne va pas nous amener à quelque chose de positif, cette croyance négative. Remplacer cette croyance négative par une croyance positive, eh bien ça va nous amener dans l'espoir, ça va nous amener du bien-être, etc. Et on va induire aussi une issue favorable à la situation. C'est très 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 important de travailler sur notre mental. Alors, quand je parle de croyance, ça n'est pas non plus tout à fait vrai. Moi, voilà ce que je voulais dire, c'est que pour en revenir au sujet qui nous intéresse spécifiquement, moi, c'est lecture, écriture. Bon, ou bien, on va dire, les apprentissages scolaires de base. On ne va pas parler de maladies, etc., autres. Donc, grâce à la plasticité cérébrale, il est possible de créer des connexions neuroniques tout au long de notre vie. Il n'y a pas d'âge pour créer des connexions neuroniques. Regardez, en ce qui me concerne, si je me disais que je suis trop vieille pour continuer de travailler, par exemple, je vais avoir 75 ans au mois de mars. Si je me disais que j'ai l'âge de la retraite, bien sûr que oui, j'ai l'âge de la retraite, mais je ne me mets pas en retraite. Je continue mon activité et le plus longtemps possible. Et en plus de cela, j'ai emprunté une voie qui est celle d'Internet où je n'y connaissais strictement rien. Eh bien, petit à petit, j'apprends. Et en apprenant et en continuant d'apprendre, je crée dans mon cerveau des connexions neuroniques et qui me permettent bien de, comment on va dire ça, de conserver de l'énergie, du dynamisme. Je ne perds pas la mémoire, je n'ai pas l'impression de perdre mes capacités intellectuelles, bien au contraire. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour créer des connexions neuroniques et tant qu'on est vivant, on apprend. Le jour où on n'apprend plus, alors on est pratiquement mort ou on est mort-vivant. Tout au long de notre vie, il va nous falloir apprendre. Et le petit de l'homme est naturellement un être apprenant. Il arrive au monde, il ne sait rien du tout. Il ne sait absolument rien. Il va lui falloir tout apprendre. Apprendre à se tenir assis, apprendre à marcher,
apprendre à parler, apprendre à manger tout seul, apprendre à s'habiller tout seul, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre, faire du sport, etc., etc. Et ça n'en finit jamais. Et pour cela, pour apprendre, nous avons un cerveau. Et aujourd'hui, nous savons, avec les neurosciences, que l'on peut créer des connexions neuroniques tout au long de notre vie. Donc, il n'y a pas de limite. Et même, même un enfant handicapé moteur, par exemple, qui a des difficultés pour parler, etc., eh bien, c'est possible qu'il parle. C'est pas parce qu'il a des difficultés pour articuler, donc il va avoir des difficultés, bien entendu, pour pouvoir s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir communiquer, qu'il ne va pas pouvoir améliorer tout cela. Donc, c'est possible. Chacun va apprendre à son rythme et avec les moyens qui sont à sa portée, mais petit à petit, à force de travail, de répétition, que me dit Aminata? Ça me fait penser à la vie de Milton Erickson, voilà, suite à sa maladie. Oui, Aminata, il y en a à l'appel, des exemples comme cela. J'avais lu il y a une année à peu près, j'avais lu l'histoire d'un médecin, psychiatre je crois, dont le père avait fait une hémorragie cérébrale. Tout est guérissable et tout est régénérable. Voilà, tout se régénère. Et si on maîtrise notre pensée et nos émotions, voilà, on peut utiliser notre potentiel. Et ce potentiel, il est infini, puisque les connexions neuroniques de notre cerveau sont infinies. Samir qui me demande, qui me dit bonsoir madame, quel est le sujet de débat? Alors malheureusement c'est pas vraiment un débat parce que pour que ce soit un débat il faudrait que que l'on puisse se donner la parole, que l'on puisse se voir, etc. Mais effectivement ça pourrait tout à fait faire l'objet d'un débat et à mon avis ça serait peut-être un débat passionné parce que parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est facile de croire que nous sommes des êtres limités. C'est la solution de facilité, ça. C'est beaucoup plus difficile de se dire c'est possible. Pourquoi c'est difficile de se dire c'est possible? Mais parce qu'il va falloir se mettre en mouvement, parce qu'il va falloir se donner les moyens que ça soit possible. C'est pas parce que c'est possible que ça va se faire d'un claquement de doigts. Non, ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts. Ça veut dire qu'il va falloir justement prendre conscience de nos pensées limitantes, de nos pensées, de nos pensées négatives pour les transformer justement chaque fois qu'on entend notre petit discours intérieur, parce que c'est bizarre, mais c'est plus facile de penser négatif que de penser positif. C'est incroyable quand même ça. Donc chaque fois qu'on entend nos pensées négatives, il faut pouvoir dire stop. Et c'est normal, les pensées négatives, elles viennent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Pourquoi nous avons peur? Je pense que nous avons peur parce que nous savons des êtres mortels et que à n'importe quel moment la vie peut s'arrêter. Et lorsque nous avons des enfants, nous avons peur de ça. Nous avons peur de les perdre, nous avons peur qu'il leur arrive quelque chose, comme nous disons. Voilà. Et puis, en tant que parents, nous voulons pour nos enfants le meilleur. Nous voulons qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux. Et bien entendu, réussir à l'école, c'est aussi un moyen d'être heureux. Parce que si les enfants qui ont des difficultés scolaires, ils sont dans le stress, ils sont dans la peur aussi, dans l'anxiété. Et si en tant que parents et en tant qu'enseignants, nous avons nous-mêmes des peurs et de l'anxiété vis-à-vis des difficultés que peuvent éprouver les enfants, alors nous rajoutons, vous imaginez les couches d'angoisse et d'inquiétude que nous rajoutons les uns les autres. Et qui est-ce qui supporte tout ce poids? Non seulement l'enfant a ses propres peurs, mais en plus il faut qu'il porte les peurs des adultes qui sont autour de lui.
Donc, c'est très, très, très important de faire un travail sur nous pour avoir conscience de nos peurs et avoir conscience à quel point elles peuvent limiter, elles peuvent entraver l'expression du potentiel de l'enfant. Donc, en tant qu'adulte, nous avons vraiment un énorme travail à faire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans ma formation Aimer apprendre à lire et à écrire, c'est ce que je propose au cours du premier module d'introduction. Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons sur la prise de conscience, sur l'introspection et la prise de conscience de nos attentes, de nos préjugés, de nos croyances, de tout ce qui peut limiter l'expression du potentiel d'apprentissage des enfants, soit des nôtres, soit de ceux qui nous sont confiés si nous sommes des enseignants ou même des thérapeutes. Bon, enfin, en tant que thérapeute, j'espère quand même que tous les thérapeutes ont conscience que nous avons tous un potentiel illimité et que justement les thérapies, les pédagogies, toutes les méthodes qui peuvent aider à l'expression de ce potentiel illimité, eh bien il faut les utiliser. Voilà. C'est vrai, organe qui ne fonctionne pas s'atrophiera. Un organe qui ne fonctionne pas s'atrophiera. Voilà, c'est ça. Et comment on va dire, la spécificité justement du cerveau, c'est que les connexions neuroniques se créent par la répétition. Et que le cerveau a cette capacité, en fait, de débrancher les connexions qui ne servent pas. Si le cerveau s'aperçoit que nous ne faisons, je sais pas si on a l'habitude de jouer du piano, eh bien, si on arrête pendant plusieurs années, par exemple, le cerveau, il a intégré, tiens, il n'a pas besoin de ça, on débranche les connexions. Et donc après, il va falloir recommencer à faire les exercices pour assouplir les doigts, etc. Bon, voilà, tous les exercices nécessaires pour récupérer le niveau que l'on avait au moment où on s'est arrêté. Voilà. Alors que si on ne s'était pas arrêté, on aurait continué de créer des connexions neuroniques pour améliorer de plus en plus notre jeu au piano. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Voilà, donc je voulais vraiment parler de cela parce que avec les diagnostics de dyslexie, dysorthographie, de troubles de l'attention, etc., eh bien, nous avons l'habitude, enfin en tout cas pas moi, parce que moi ça je lutte depuis toujours là-dessus, d'identifier en fait l'enfant à son trouble. C'est-à-dire lorsque nous disons que notre enfant est dyslexique, vous voyez qu'il y a une différence entre dire mon enfant est dyslexique et mon enfant a une dyslexie. C'est complètement différent. Parce que mon enfant est dyslexique, ça veut dire que je le définis en tant que tel. Or, la dyslexie n'est pas ce qui définit mon enfant. Mon enfant, il est unique. J'ai fait une vidéo là-dessus et vous la trouverez sur ma chaîne YouTube Aimer lire écrire Daniel Segas. J'avais fait une vidéo qui s'appelle 4 clés pour aider votre enfant ou pour aider mon enfant à aimer apprendre à lire, à écrire, quelque chose comme ça. Et donc dans ces 4 clés, il y a la première clé, c'était regarde ton enfant comme si c'était un être, regarde ton enfant comme un être unique. Ne le compare pas à ses frères, ne le compare pas à ses sœurs, ne le compare pas aux enfants du voisin, etc. Regarde ton enfant comme un être unique. Aie confiance dans ses capacités. Deuxième clé. Troisième clé, ne fais pas de prophéties auto-réalisatrices parce que justement, faire des prophéties, les prophéties, elles ont pour caractéristique justement de se réaliser. Donc, s'empêcher de faire des prophéties, s'empêcher de projeter ce qui va se passer plus tard si ça reste comme ça. Ça ne restera pas comme ça si on fait ce qu'il faut. Ne pas identifier son enfant à son trouble. Voilà les 4 clés que j'avais données dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder.
Voilà. Et nous devons prendre conscience que nos paroles peuvent induire chez nos enfants un résultat. Nous devons prendre conscience que les mots que nous utilisons ne sont pas anodins et que les jugements que nous portons ne restent pas sans effet. Vous voyez, quand j'étais en activité, lorsque je faisais mon bilan orthophonique et que je faisais ce qu'on appelle une anamnèse, que je posais des questions aux parents, bien, quand je demandais par exemple à quel âge l'enfant a marché, à quel âge il a parlé, etc., comment s'est passée la naissance et tout. Bon, bref. Souvent les parents me disaient « Oh, il a marché tard, oh, il a été feignant pour marcher, oh, il a été feignant pour parler ». C'est courant d'entendre, enfin je ne sais pas aujourd'hui encore, mais je n'entends plus trop cela parce que je ne suis pas en contact avec des parents de tout jeunes enfants en ce moment. Mais en fait j'ai entendu des centaines et des centaines de parents me dire ça. Mon enfant, oh il a été feignant pour marcher, il a été feignant pour parler, oh c'est normal parce que mon mari aussi, ou bien quelquefois c'est les papas qui me disent oh moi aussi mon enfant a des difficultés à l'école, mais moi aussi j'avais des difficultés à l'école. Donc c'est comme si ça s'héritait de père en fils, de mère en fille. Mais ça c'est les croyances parce que au niveau génétique, je vous signale encore que ça reste une hypothèse, l'origine génétique de la dyslexie en particulier. Ça n'est encore qu'une hypothèse, on n'a pas trouvé le gène de la dyslexie. Je l'ai déjà dit, on a trouvé donc par autopsie d'ailleurs, on avait trouvé des petits amas de neurones. Et comme on a retrouvé ces amas de neurones donc chez des personnes qui avaient une dyslexie, on a supposé que c'était ces petits amas de neurones qui provenaient de la migration neuronique qui se fait pendant la vie intra-utérine, donc des neurones en fait qui n'avaient pas migré. Or, on connaît le gène de la migration neuronique. Et comment on suppose que c'est la présence de ces petits amas de neurones qui sont responsables de la dyslexie? C'est une supposition, c'est une hypothèse. Alors, par extension, on pense que la dyslexie est d'origine génétique. Mais c'est encore une hypothèse, il n'y a pas de preuve à ce sujet. Et moi, j'ai coutume de dire que ce qui s'hérite, c'est la façon de penser. Et puis même, et ça vous pouvez le trouver sur le blog de Franck Ramus, et puis même si c'était génétique, ça n'est pas parce que c'est génétique que c'est irréversible. Ça n'est pas parce que c'est génétique, il peut très bien y avoir une cause génétique, mais ça n'empêchera pas que l'on peut sortir de la dyslexie. Et dans ce que j'entends souvent, c'est « bonsoir tout le monde », j'entends qu'on est NAIT dyslexique et qu'on va le rester toute sa vie et qu'on ne peut pas sortir de la dyslexie mais qu'on peut compenser, eh bien là je ne suis pas d'accord non plus. Parce que mon expérience professionnelle ne me montre pas ça. Dans mes 45 années de vie professionnelle, je n'ai jamais vu un enfant qui ne réussisse pas à apprendre à lire et à sortir de la dyslexie avec les moyens que j'ai utilisés, et notamment l'audiopsychophonologie. Franchement, la dysorthographie a été plus difficile pour moi. Voilà. La dyslexie, non, pas du tout. La dysorthographie, oui, c'était plus compliqué. Mais avec l'aide, justement, de l'oreille électronique, donc de la méthode Tomatis, et puis là, comment on va dire ça, un bébé de la méthode Tomatis, c'est le casque à retour vocal for brain, et bien en améliorant les capacités d'attention, de concentration, en travaillant sur la boucle de contrôle audio-vocal, on améliore la conscience phonologique et on améliore les capacités d'attention et de concentration qui vont diminuer énormément les fautes d'orthographe. Parce que les enfants connaissent les règles de grammaire. Bon,
s'ils ont conscience de ce qu'est un verbe, de ce qu'est un nom, eh bien, ils ne feront pas d'erreur. Il faut développer la conscience de ce qu'est un verbe, de ce qu'est un nom, de ce qu'est un adjectif, etc. Et ensuite, à partir de là, apprendre les règles de grammaire. Et ensuite, il faut que les enfants soient capables de les appliquer. Et pour les appliquer, eh bien, il faut qu'ils fassent attention et qu'ils analysent le langage au fur et à mesure qu'ils écrivent. Et ça, c'est compliqué. Et ça ne se met pas en place non plus en un claquement de doigts. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre que l'apprentissage, ça prend du temps et qu'il y a aussi un âge pour apprendre. Et que tous les enfants ne sont pas prêts à apprendre au même moment. Encore aujourd'hui, une maman m'a envoyé un message désespéré. Son enfant de 4 ans pleure pour aller à l'école. Il est en moyenne section de maternelle. Il pleure et il refuse d'écrire. Vous entendez? Il est en moyenne section. Il refuse d'écrire et l'institutrice se plaint auprès de la maman en lui disant que du coup dans la classe, ça perturbe sa classe parce qu'il y a d'autres enfants qui du coup ne veulent pas écrire. Et elle me dit désespérée, qu'est-ce que je dois faire à la maison pour qu'il réussisse à écrire les lettres de l'alphabet? Il a 4 ans. À 4 ans, un enfant n'est pas forcément prêt pour apprendre à écrire. Normalement, un enfant est prêt pour apprendre à écrire au moment des opérations logico-mathématiques, c'est-à-dire vers 6 ans. Mais on peut commencer à le préparer à l'apprentissage de l'écriture, et pour moi, c'est plutôt l'écriture cursive et non pas l'écriture bâton, voilà, qui ne prépare pas vraiment les enfants, qui ne prépare pas du tout d'ailleurs les enfants à l'écriture, parce que ça, c'est pas bien faire des lettres bâtons. Les enfants ne vont pas écrire tout au long de leur scolarité avec des lettres majuscules d'imprimerie. Et en plus, la plupart du temps, ils les font dans n'importe quel sens parce qu'ils recopient ce qu'ils voient et on ne leur apprend peut-être. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a des enseignants qui apprennent le sens de l'écriture et comment former les lettres aux enfants, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ne le font pas non plus. Ça, c'est une évidence. Parce que, vu le nombre d'enfants que j'ai vus qui ne savaient pas utiliser le sens de l'écriture et former les lettres, ça veut dire qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour entraîner le geste d'écriture. Et la formation des lettres qui n'est pas que le geste d'écriture. Hein. Mais en tout cas, l'écriture, ça se prépare depuis tout petit. Depuis même la première section de maternelle, ça se prépare non pas en écrivant des lettres, mais en préparant le geste d'écriture. Et voilà, donc il peut y avoir, si on fait faire du coloriage, le coloriage c'est avec tout le poignet, mais on va s'arranger pour donner des petits exercices qui vont faire travailler simplement justement, voilà, l'allonger et le plier des doigts. Voilà le geste d'écriture. Donc il y a toute une préparation à faire à partir de la petite section et ensuite moyenne section pour arriver ensuite à l'écriture proprement dite. Mais ça se prépare. Ça se prépare en sachant justement, en décortiquant bien les choses, en sachant quel est le geste d'écriture quels sont les gestes à entraîner pour que l'enfant réussisse à apprendre à écrire. Eh bien, cette maman, elle était désespérée et elle me disait qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la maison pour éviter qu'on le remette en petite section de maternelle. Ma première question, ça a été de savoir est-ce que c'est sa première année d'école? Est-ce qu'il a fait une petite section de maternelle? Eh bien non. Cet enfant n'a pas été en petite section de maternelle, c'est sa première année d'école et le voilà dans une classe maternelle où on lui demande d'écrire et il n'est pas capable de le faire parce qu'il n'y a pas été préparé. Donc ça, c'est une violence faite à l'enfant. Et en maternelle, on ne devrait pas faire un travail, faire travailler tous les enfants en même temps, que tous les enfants apprennent en même temps la même chose. Il faut travailler par petits groupes et aider les enfants à avancer à leur rythme et que chacun avance à partir de là où il en est.
Et ça devrait d'ailleurs continuer ensuite au primaire et ensuite c'est pareil au collège et au lycée, travailler beaucoup par petits groupes, utiliser le tutorat, que ceux qui savent mieux puissent expliquer à ceux qui savent moins, aider ceux qui savent moins, etc. Le travail en coopération, enfin tout cela on le sait, mais ça a du mal à se mettre en place. C'est une violence en fait que de vouloir que tous les enfants apprennent la même chose au même moment. Parce que certains ne sont pas prêts. Et donc ce petit enfant-là, de 4 ans, qui commence juste à aller à l'école, regardez dans quelles conditions il commence. Dans un état de stress, avec sa maman qui est complètement perdue et angoissée et qui a peur que comme il gêne la classe, en fait, comme il gêne l'enseignante elle ne sait pas comment faire. Avec un enfant qui pleure et qui ne veut pas écrire, elle ne sait pas comment faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de cet enfant. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'effectivement, il aille en petite section de maternelle. Alors qu'il aurait très bien pu s'intégrer dans une moyenne section de maternelle avec des enfants de son âge, prendre plaisir à découvrir, justement à apprendre, à découvrir tout un tas de choses que l'on peut découvrir en maternelle, mais le faire avec plaisir et dans la joie, et non pas dans le stress et dans l'angoisse. Voilà. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Qui est-ce qui a décidé que voilà, tu es là en moyenne section de maternelle, tu as 4 ans, tu dois apprendre à écrire, tu dois recopier ton prénom en lettres bâton et on ne l'y a pas préparé. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, donc dans ma formation Aimer apprendre à lire et à écrire, que je vais bientôt ouvrir les inscriptions. Voilà, donc je ne vous dis pas quand exactement, mais on avait dit la dernière fois, mardi dernier, tout le monde me disait d'attendre d'attendre que les fêtes soient passées et puis de proposer donc de procéder aux inscriptions au début du mois de janvier. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais vous proposer déjà les inscriptions à la fin de l'année, puis pour commencer vraiment la formation au début de l'année. Je ne sais pas encore. J'ai encore quelques petites choses à mettre au point, mais voilà. En tout cas, c'est pour très très bientôt. Donc je vous ai mis au-dessus de la vidéo, je vous ai mis le lien si vous voulez me laisser vos coordonnées pour pouvoir être prévenu par mail de l'ouverture des inscriptions. Je vous ai mis le lien que vous trouverez au-dessus de la vidéo. Voilà. Et voilà, et donc dans la formation Aimer apprendre à lire et écrire, eh bien c'est une bonne nouvelle. Oui, ben, je ne sais pas, je vous dis, on va voir. Peut-être ça va être... en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir recommencer en début d'année, voilà, commencer une nouvelle année en... et ben voilà, pour moi, je trouve que c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau à se faire. C'est un cadeau pour moi que de pouvoir vous enseigner tout ce que je sais. C'est un cadeau à vous faire, à vous, c'est un cadeau à faire à vos enfants et en plus c'est une formation qui couvre toute... bonsoir Abdo, oui je sais que vous êtes enseignant au Maroc. C'est une formation qui couvre en fait toutes les bases de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans. Donc c'est une formation en ligne que vous pouvez suivre depuis chez vous, à votre rythme, et qui va vous être utile pendant toute la scolarité primaire de vos enfants, si vous êtes des parents, et puis pour les enseignants, et bien voilà, ils vont trouver toute la matière qui leur convient pour pouvoir aider les élèves en difficulté. Et Rachida, oui, et merci à vous aussi d'être là pour aider les élèves en difficulté, parce que le gros problème des enseignants, c'est le manque de formation. Voilà, vous n'êtes pas formés pour
apprendre à lire, à écrire à des enfants qui ont des difficultés. Et même, je ne suis même pas sûre que vous soyez si bien formés que cela pour tout simplement apprendre à lire et à écrire à tous les enfants. Voilà. Ma petite de 5 ans, en quoi je vois qu'il y a KG2, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Elle n'a pas réussi à concevoir la notion de suivre la ligne en écrivant. Mais oui, mais ça s'apprend ça aussi. Ça se prépare. Et ça se prépare, mais vous voyez par exemple, si vous faites, sans mettre une ligne, il faut que l'enfant, j'ai fait ça là tout à l'heure avec un enfant là qui lui est en CE2, que la ligne, il puisse l'imaginer dans sa tête. Et du coup, vous pouvez faire aligner des petites voitures, placer des voitures sur la table, des petites voitures, espacées avec un même espacement et les aligner pour que ça fasse une ligne bien droite sans matérialiser la ligne. Et c'est comme cela que l'enfant va, dans sa tête, imaginer une ligne donc, une ligne imaginaire. Et il va disposer ses petites voitures ou des gommettes sur cette ligne, en suivant cette ligne imaginaire. Donc vous voyez, on lui fait concevoir la ligne. Alors que si on lui met la ligne, si on lui trace la ligne, voilà, et on lui dit de placer des voitures sur la ligne, vous voyez que ce n'est pas quand même tout à fait le même exercice et on va lui demander de construire cette ligne horizontale. Voilà, et de construire l'alignement et l'espacement régulier entre les objets classés sur une ligne horizontale imaginaire. Donc il y a un savoir-faire. Et ce n'est pas des astuces ou des trucs, j'aime pas ces mots, il n'y a pas des trucs et des astuces, il y a un savoir-faire à acquérir qui repose sur des connaissances scientifiques, c'est-à-dire en neuropsychologie, en psychologie cognitive, en neurosciences, voilà, en orthophonie, en sciences du langage, etc. Voilà, donc c'est pas des trucs, c'est pas des astuces, c'est des connaissances. Et ensuite, à partir en connaissant quels sont les processus neuropsychologiques qui sont à l'œuvre pour apprendre à lire et à écrire, oui, des voitures en jouets. Ok, même ces lettres sont de grande taille, mais c'est normal que les lettres soient de grande taille à 5 ans. Et même, il faut les leur apprendre de grande taille, justement. Et on apprend d'abord sur un plan vertical. Mais avant de faire des lettres, il y a toute la préparation du geste graphique à apprendre. Donc, il y a la boucle à apprendre. Il y a les petites cuvettes à apprendre. Voilà. Là, et quand on fait la boucle et qu'on rétrécit la boucle, ça devient, par exemple, si on fait une boucle qui pourrait, mettons, être la lettre E, par exemple, quand on va rétrécir la boucle, on va avoir, quand on va étrécir, pas rétrécir, mais quand on va étrécir la boucle, on va avoir un I, une barre. Vous voyez? Donc, Tiraoui, il ne faut, ou Victory, je ne sais pas quel est le prénom, ne vous inquiétez pas, à 5 ans, tout cela est normal. C'est parce qu'on demande trop à vos enfants. On leur demande des compétences pour lesquelles ils ne sont pas prêts, sans les y avoir préparés, justement. Voilà, on va vouloir à tout prix que les enfants de 3 ans sachent écrire leur prénom en lettres bâton. Oui, mais pourquoi faire? C'est beaucoup plus efficace, j'allais dire écologique, de les préparer à l'écriture cursive, en préparant le geste d'écriture, sans forcément apprendre à écrire des mots ni des lettres, de les préparer au geste d'écriture, parce que lorsqu'ils vont être matures, à ce moment-là, ça va se faire tout seul. Mais pour cela, c'est comme pour l'apprentissage de la lecture, on va préparer les enfants à identifier les phonèmes qui composent la parole, à leur faire reconnaître les graphies qui représentent les phonèmes, qui représentent les sons de la parole. Et ensuite,
on va les amener par exemple dans une syllabe à reconnaître les deux sons qui composent une syllabe par exemple, et ensuite avec des lettres mobiles, prendre les lettres qui correspondent à ces sons pour les placer devant eux de gauche à droite dans l'ordre où ils ont entendu les sons. Donc on va commencer non pas par le décodage mais par l'encodage. Et lorsque les enfants vont savoir faire ces exercices d'encodage, alors le décodage va se faire naturellement et le décodage vient après justement l'encodage. Et tout à l'heure, j'ai répondu justement sur un groupe à une maman qui disait que sa fille de 6 ans apprenait à lire avec les alphas et avec la méthode Boscher et que en fait, elle le lisait sans même regarder ce qui était écrit. Ça voulait dire qu'elle connaissait par cœur ce qui était écrit. Ah, je suis en train de lire ce qu'écrit Victory. Je vais dire Victory, hein, c'est plus simple pour moi que me petit Raoui. Donc, elle me dit que ses institutrices ne sont pas trop patientes et qu'elles lui mettent des angry smiles sur son cahier et je m'inquiète pour elle. Merci beaucoup Daniel. Ben oui, mais il faut aller voir l'institutrice ou les institutrices et puis dire que justement leur boulot c'est d'être patiente et que leur boulot c'est d'encourager l'enfant et que leur boulot c'est d'enseigner dans la bienveillance et dans l'amour. Et la bienveillance et l'amour c'est de donner à des enfants à faire des exercices que l'on sait qu'ils vont réussir à faire. Et c'est de réussite en réussite que l'enfant prend confiance en lui et réussit du coup. Voilà. Et il va avancer pas à pas de réussite en réussite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'enfant fasse d'efforts. Mais si. Mais par exemple, pour ces lettres, si ces lettres ne sont pas bien alignées, par exemple, bien on va demander à l'enfant qu'est-ce que tu en penses. Et on va lui demander d'autocritiquer ce qu'il fait et de comment il faudrait que ça soit. Et donc voilà, et on va lui donner des indications, on va lui expliquer comment faire pour réussir. Je ne sais pas moi, si on vous demande de faire un gâteau au chocolat par exemple, et puis que on vous dit pas ce qu'il faut faire, qu'on vous dit pas quels sont les ingrédients qu'il faut mettre devant, qu'on vous explique pas la démarche et tout, vous allez peut-être pas savoir faire votre gâteau au chocolat, n'est-ce pas, si on vous donne pas la recette, si on vous dit pas le temps de cuisson, etc., etc. Ben là, c'est la même chose, quoi. Apprendre à écrire, eh bien ça s'apprend depuis. Il y a des choses à mettre en place depuis tout petit, depuis 3 ans, quoi. Mais oui, il faut absolument aller voir les enseignantes et puis voilà, et puis leur dire que vous n'êtes pas content, vous aussi, vous allez mettre des angry smiley. Vous n'êtes pas content, vous allez les noter. C'est pas normal. Elles n'ont pas à décourager un enfant. Il n'y a pas à faire ça sur le cahier d'un enfant. On ne fait pas ces choses-là. Par contre, on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et comment, et on va lui donner les moyens de faire mieux. Voilà. Donc, eh bien ça, dans la formation Aimer apprendre à lire, à écrire, eh bien voilà, dans le module sur l'écriture, eh bien justement, on va voir comment on prépare en fait à entraîner l'enfant donc au geste d'écriture, comment on fait avec un enfant de 3 ans, comment on fait avec un enfant de 4 ans, et attention, tous les enfants de 3 ans ne peuvent pas faire la même chose, tous les enfants de 4 ans ne vont pas pouvoir faire la même chose, etc. Peut-être que un enfant de 4 ans va peut-être pouvoir donc accomplir parfaitement ce qu'on va lui proposer, et que pour un autre, ben, ça sera à 5 ans qu'il réussira à faire ce que celui de 4 ans a fait. Vous voyez? Donc, c'est ça, chaque enfant est unique et chaque enfant va avancer à son rythme, quelles que soient ses difficultés ou le trouble qu'il peut présenter. De toute façon, ils vont avancer, de toute façon, ils vont évoluer et c'est à nous, adultes, de les aider à évoluer et c'est à nous, adultes, à être au clair
avec nos attentes et nos pensées. Vous voyez cette enseignante qui met des smileys de colère, hein, angry, des smileys de colère sur le cahier, parce que c'est de la colère en fait. Angry, ça veut dire être en colère. Donc ben non quoi. On n'est pas fâché, on ne se met pas en colère si l'enfant n'a pas réussi. Et juste parce que, qu'est-ce qu'il va faire lui l'enfant? Comment il reçoit ça l'enfant? Est-ce qu'on encourage? Non, il faut encourager l'enfant. Il faut l'encourager et c'est ça. Et être bienveillant, c'est savoir comment un enfant apprend. C'est savoir là où il en est. Est-ce que je peux, si je lui présente ça, si je lui présente cette activité, est-ce que je l'aide à avancer ou est-ce que je le freine? Mon rôle d'adulte, c'est d'aider l'enfant à progresser. Et est-ce que je l'aide à progresser en lui mettant des bonhommes en colère sur son cahier? Non. Par contre, on peut reconnaître l'effort que l'enfant a fait. Bravo, tu as fait un effort. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est... si on peut faire un modèle, mettons, s'il y a un modèle, est-ce que c'est exactement pareil? Est-ce que c'est exactement comme le modèle, etc. Eh bien oui, bien sûr. Effectivement, je sens qu'elle se bloque au devoir de l'écriture. Eh bien oui. Et donc, s'il y a blocage, elle ne va pas progresser. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est lui donner à faire des choses qui vont l'aider petit à petit à améliorer son écriture, sachant, je répète, que l'enfant est mûr, comment on va dire ça, est prêt à l'apprentissage vraiment de l'écriture que vers 6 ans et demi. Donc à 5 ans, l'écriture ne peut pas encore être maîtrisée. L'enfant est en train de se préparer à apprendre vraiment l'écriture proprement dite. Donc là, il lui faut exercer le geste d'écriture. Voilà. Eh bien, vous voyez, le fait que les enseignants ne soient pas suffisamment formés les amène à être violents sans le vouloir. C'est une violence que de proposer à un enfant quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Ce qui va entraîner ensuite des appréciations bien, mal, passables, etc. Non, il n'y a pas à mettre de ce type d'appréciation. Il y a juste qu'à encourager l'enfant dans son exécution et l'amener à progresser. Et pour l'amener à progresser, c'est certainement pas en portant des jugements de valeur sur la manière dont il a réalisé son travail. On peut par contre voir s'il s'est appliqué ou pas appliqué, s'il avait envie de faire ou de ne pas faire. Il peut très bien ne pas avoir envie de faire au moment où on lui demande de faire. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut, voilà, dans une pédagogie différenciée, eh bien, on peut proposer des choses différentes et les enfants peuvent aller vers ce qui les attire le plus aussi. Voilà. C'est toute une pédagogie et tout un art de faire qui est à remettre en question. Et une posture de l'adulte, comment l'adulte doit se comporter avec l'enfant pour encourager l'enfant et l'amener à réussir. Une pédagogie de la réussite. Et la pédagogie de la réussite, c'est dans un climat de bienveillance qu'elle se développe. La pédagogie de la réussite, ce n'est pas dans un climat de jugement négatif, dans la pression, voilà. Et soyez certains, croyez que vos enfants peuvent réussir. C'est mon slogan, tous les enfants peuvent réussir, quelles que soient leurs difficultés. Parce que c'est quoi la réussite? Voilà, posez-vous les questions. C'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est que l'enfant
que l'enfant ait confiance en lui, que l'on permette à l'enfant de garder une confiance inébranlable en lui parce qu'il est le premier à se comparer, à comparer ce qu'il produit par rapport à ce que d'autres produisent. Il est le premier à se comparer. Si en plus de cela les adultes rajoutent, donc justement nous devons éduquer les enfants pour qu'ils sachent que chacun est différent, que chacun est unique et que s'il ne réussit pas bien telle chose, par exemple, eh bien il peut en réussir une autre mieux que son copain, etc. Donc chacun est différent, chacun va évoluer à sa façon. Oui, j'en suis certaine du potentiel de chacun de nos enfants. Voilà. Oui. Chaque enfant a un potentiel et bien entendu que chacun est différent. Oui, j'aime aussi les visages tristes sur les... J'aime pas aussi les visages tristes sur les cahiers, mais comment faire pour réclamer quand on est en colère de leur écriture? Mais non, il n'y a pas à être en colère de leur écriture, je suis désolée. Je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que je comprends bien, moi? Oui, j'aime... Mais oui, Rachida, bien sûr, il faut avoir de l'espoir. Et il faut être certain que c'est possible. Et il ne faut pas laisser, les adultes qui s'occupent de vos enfants, ce soit des enseignants ou des éducateurs sportifs ou je ne sais, il ne faut pas les laisser démolir vos enfants. Il ne faut pas les laisser ébranler la confiance que vos enfants peuvent avoir en eux. C'est capital ça. La confiance et le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre, c'est capital. Et normalement, tout enfant qui vient au monde a le désir d'apprendre. Voilà. Et c'est bizarre, mais comment ça se fait que le désir d'apprendre s'arrête à l'école? Ça veut bien dire qu'on fait pas comme, qu'on s'y prend mal. On ne s'y prend pas correctement pour encourager le désir d'apprendre. Alors, Inde, je ne sais pas ce que vous me dites. Oui, j'aime pas aussi les visages tristes sur les cahiers, mais comment faire pour réclamer qu'on est en colère de leur écriture? Je ne sais pas. Moi, j'entends que vous êtes en colère de l'écriture des enfants et ça n'est pas normal d'être en colère de la façon dont les enfants écrivent. Si ils écrivent comme ils écrivent, et là on va les amener à regarder comment leur écriture, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, regarder comment ils tiennent leur crayon, regarder leur geste, etc. Et ensuite donner-leur des petits exercices qui ne soient pas des lettres justement, mais des exercices qui améliorent le geste d'écriture pour petit à petit les amener aux lettres. Mais on ne commence pas par apprendre à écrire à un enfant en lui le mettant directement à reproduire des lettres. On prépare d'abord le geste d'écriture. Et ça, c'est ce que j'apprends dans la formation, aimer apprendre à lire et à écrire. Voilà, partagez s'il vous plaît le live pour que de nombreuses personnes puissent le voir. Partagez. Et puis si vous avez des questions, je vous écoute. Je vous écoute. Posez vos questions si vous en avez. Est-ce que c'est clair pour vous? Je sais que c'est pas facile. Et je suis vraiment très, très heureuse. Je pense qu'il faut revoir toute la notion de l'évaluation des acquis en termes du quand et comment afin qu'elle soit consistante. Ben, je ne sais pas, oui, les acquis, c'est quoi? Voilà, hein. Donc, déjà, donc l'enfant à 3 ans, 3 ans et demi, les enfants arrivent à fermer un rond. À 4 ans, ils arrivent à faire un carré. À 5 ans, c'est le triangle, vous voyez? Donc 5 ans, le triangle. Et regardez les lettres bâtons. J'ai des élèves de 12 et 13 ans, ils ont des difficultés à lire couramment, la plupart d'eux déchiffrent lentement. Oui, mais oui, parce que l'apprentissage, eh bien,
ça va trop vite. Au CP, l'apprentissage, ça va trop vite. C'est pourquoi il faut préparer l'apprentissage de la lecture depuis petit, hein, depuis 3 ans et demi, 4 ans, avec, moi j'utilise les alphas, parce que les alphas, les enfants adorent. On travaille donc avec des petits personnages, on travaille avec une histoire, et on va travailler sur l'identification des sons de la langue, soit la langue française, soit la langue arabe, soit la langue italienne, etc. Peu importe, mais on va d'abord travailler sur l'identification des phonèmes et ensuite comment on va représenter ces phonèmes. Donc, comment on va les écrire après. Hein. Donc, mais on commence d'abord par entraîner les enfants à reconnaître les sons. Et quand ils reconnaissent les sons et qu'ils savent associer les lettres qui correspondent à ces sons, voilà, alors on a posé un apprentissage solide. Mais si on commencer par les lettres et le nom des lettres de l'alphabet, je le répète à chaque fois, apprendre. Inde me dit, d'accord madame, merci, vous êtes magnifique, merci, mais vous aussi. Je le répète à chaque fois, on n'apprend pas à lire en apprenant les lettres de l'alphabet. Apprendre l'alphabet, ça ne sert pas à apprendre à lire. Ça sert à épeler les mots. Si je dis, je sais pas moi, bateau, B-A-T-E-A-U. Voilà. Mais si je dis B-A-T-E-A-U, vous n'entendez pas bateau quand je dis B-A-T-E-A-U. Donc, le nom des lettres de l'alphabet sert à épeler les mots, mais ne sert pas à apprendre à lire. Voilà. La lettre B, elle représente le son B. Donc, on a d'abord commencé par écrire et ensuite on a lu ce qu'on avait écrit. Donc, il faut d'abord apprendre à identifier les sons et à encoder, écrire avec des lettres mobiles, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir décoder ce qui est écrit. Donc, j'écris un message à quelqu'un et la personne va décoder mon message. Ça veut dire qu'elle connaît le code et qu'elle connaît la langue, qu'elle connaît le vocabulaire que j'utilise. Sinon, elle ne peut pas lire. Donc, pour la lecture, la finalité de la lecture, c'est de comprendre ce qui est écrit. Et pour comprendre ce qui est écrit, je dois avoir accès au code alphabétique, qu'à une lettre correspond, qu'à un son du langage correspond une graphie, une lettre. Et je ne l'appelle pas par son nom, je ne l'appelle pas par le nom de la lettre de l'alphabet pour ne pas semer de confusion auprès des enfants. Donc ça, je vous l'explique, je vous l'enseigne pas à pas. Et j'y reste longtemps sur le module de l'apprentissage de la lecture. Voilà, donc ça, dans la formation Aimer apprendre à lire et à écrire, je vous tiens par la main, je vous explique vraiment, je vous enseigne comment il faut faire, quelle est la progression à suivre pour apprendre à lire et à écrire, pour apprendre à lire à un enfant, et également pour lui apprendre à écrire, quelle est la progression, quelle progression faut-il suivre. Et quand vous savez comment il faut faire, eh bien alors vous allez pouvoir aider les enfants à progresser et vous allez pouvoir aider ceux qui ont des difficultés. Si vous savez quel est le chemin qu'un enfant doit parcourir pour apprendre à lire et pour apprendre à écrire, eh bien alors vous allez pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Mais comme vous ne savez pas vraiment quel est le chemin à parcourir, quand il y en a un qui est en difficulté, ben vous ne savez pas comment faire pour l'aider. Et donc c'est ainsi après que vous avez des enfants qui arrivent au collège sans savoir lire et écrire ou en déchiffrant à peine. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Il est inadmissible aujourd'hui que des enfants arrivent en 6e en ne sachant pas lire, en ne sachant pas écrire. Pourquoi c'est inadmissible aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, et depuis déjà de nombreuses années quand même, donc maintenant ça devrait être dans les salles de classe. Aujourd'hui, nous savons, grâce à la psychologie cognitive, grâce aux neurosciences, nous savons quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour apprendre à lire et à écrire aux enfants de telle sorte qu'ils réussissent. Le comment, on en a besoin. Le comment de quoi? Comment faire? Oui, quoi faire et comment faire.
Et voilà, j'étais en train de rédiger le script de ma vidéo justement pour les inscriptions de la formation Aimer apprendre à lire et à écrire. Eh bien, c'est ce que je disais que le défi le plus grand que les enseignants ont, c'est le manque de formation. Et le défi des parents, eh ben, c'est aussi de ne pas savoir quoi faire pour aider leur enfant en difficulté. Donc, le véritable défi de tout le monde, que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, c'est quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout essayé et je ne sais pas quoi faire. Et donc, justement, c'est à ça que répond la formation Aimer apprendre à lire et à écrire. Ce programme vous dit exactement quoi faire et comment le faire. Et ainsi, et vraiment pas à pas. Alors, Victory me dit les lettres mobiles, point d'interrogation. Par exemple, pour le mot bateau, s'il vous plaît. Non, alors, je vais pas prendre le mot bateau. Avec les lettres mobiles, par exemple, les lettres mobiles, c'est quoi des lettres mobiles? Ça veut dire que vous prenez des cartons sur lesquels vous écrivez les lettres en écriture script. Voilà, et vous pouvez aussi écrire de l'autre côté en écriture cursive. Et donc, si vous dites, vous allez d'abord faire reconnaître les sons aux enfants. Alors moi, je commence avec les alphas et ensuite avec des lettres mobiles. Donc, parlons des lettres mobiles. Donc, vous avez des petits cartons avec toutes les lettres de l'alphabet. Mais vous pouvez aussi avoir des cartons où vous avez les sons qui sont complexes, comme par exemple OU, qui est la lettre O et la lettre U. Au lieu de prendre deux lettres différentes, vous pouvez aussi les écrire ensemble sur un même carton pour que ça soit plus facile à reconnaître. Donc en fait, l'enfant doit vous dites un son. Par exemple, vous allez mettre toutes les voyelles et puis vous allez mettre, par exemple, le son L. Voilà, et puis M, et puis F, par exemple. Donc vous en mettez plusieurs, comme cela, et vous demandez à l'enfant de vous montrer la petite bête à trois pattes qui fait me. Donc moi, j'utilise aussi la méthode phonétique et gestuelle de Madame Borel-Maisony, qui est la méthode que nous utilisons en orthophonie pour rééduquer la lecture chez les enfants dyslexiques. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser cette méthode rien que pour les rééducations. On peut apprendre à lire et à écrire aux enfants avec cette méthode. Si ça marche pour ceux qui ont une dyslexie, inutile de vous dire que ça marche encore mieux pour ceux qui n'en ont pas. Et comme cela, on va éviter les difficultés et on va leur faciliter l'apprentissage. Donc c'est ça que je fais dans ma formation Aimer apprendre à lire et à écrire. Je vous enseigne comment faire pour faciliter l'apprentissage aux enfants de telle sorte qu'ils ne se trouvent pas en difficulté. Et si jamais ils se trouvent en difficulté, comment faire pour les aider à sortir de ces difficultés? Et je vous enseigne dès le début. Lors du tout premier module d'introduction, je vous enseigne que ça n'est jamais l'enfant le problème, c'est vous. Vous entendez bien? Ça n'est pas l'enfant le problème, c'est vous. Si à un moment donné, l'enfant se trouve en difficulté, vous devez pouvoir vous remettre en question et vous dire « Qu'est-ce que j'ai raté comme étape? Je suis allée trop vite. J'ai raté quoi? » Et hop, là, on va pouvoir rattraper et revenir en arrière, voilà, pour faire progresser l'enfant pas à pas. C'est ce que je fais dans la formation. Je vous prends par la main et je vous apprends pas à pas le chemin à suivre. Et c'est ce que vous ferez, vous, ensuite, avec vos enfants, avec vos élèves. Vous allez faire pas à pas, vous allez aider l'enfant à progresser pas à pas, petit peu par petit peu. Donc, avec les lettres mobiles, eh bien, une fois que les enfants savent reconnaître les lettres, mais les sons et associer les lettres qui les représentent, vous allez pouvoir donner une syllabe sans signification. Par exemple, vous allez dire ma. L'enfant va prendre la lettre M, mais il ne dira pas M, mais il va prendre la lettre M qui représente M, il va le poser ce petit carton à sa gauche, et ensuite il prendra A, parce qu'il a identifié que quand je dis ma,
Je l'ai fait jouer aussi à s'attraper. Qui attrape qui? Quand je dis ma, on le fait avec les alphas. Les alphas s'attrapent. Qui attrape qui? C'est le monstre qui attrape qui? Qui attrape Monsieur A. Et quand ils jouent ensemble, ça fait ma. Quand le monstre attrape Monsieur A, ça fait ma. Et là, avec les lettres, voilà, ça va faire ma. Et donc l'enfant doit reconnaître les sons qui composent la syllabe. Il doit identifier les sons qui composent la syllabe, reconnaître les lettres, les placer dans l'ordre où il a entendu les sons devant lui. Et vous faites avec 2 sons. Après, vous pouvez faire avec 3 sons. Si je dis mal, mal, qu'est-ce que j'ai entendu? Mal. Et l'enfant prend les lettres qui correspondent au son et il les place dans l'ordre où il les a entendues, de gauche à droite. Voilà. Rachida me dit merci pour mon soutien, mais merci à vous d'être là, à participer à mes lives tous les mercredis, tous les mardis soirs. Et là, je sens que je commence à être un petit peu fatiguée. Alors, avez-vous d'autres questions? Vous avez compris, Victory, pour les lettres mobiles? Mais bientôt, je vais ouvrir les inscriptions à la formation Aimer apprendre à lire et écrire et j'espère que vous allez pouvoir vous offrir ça et moi je vais vous offrir des conditions qui ne vont peut-être pas permettre à tout le monde de pouvoir le faire, mais en tout cas je vais faire en sorte que beaucoup des personnes qui veulent s'investir puissent le faire. Voilà. Vous avez compris? Super. Voilà, avez-vous d'autres questions s'il vous plaît? Pensez à partager le live. Voilà, et donc croyez en vos enfants. Ah, coucou Mounira, ça va? Croyez en vos enfants, croyez en vos élèves, soyez optimistes, répétez-vous ce mantra. Tous les enfants peuvent réussir, tous les enfants peuvent réussir. Je suis capable d'apprendre à lire et à écrire à tous les enfants. Voilà. Et comment vous êtes capable de le faire? Et comment vous allez faire? Bonsoir Zakaria, bonsoir Fatima. Comment allez-vous faire? Eh bien voilà, donc avec la formation Aimer apprendre à lire et à écrire, je vous enseigne quoi faire, comment le faire. Et ensuite, je vous aide même avec des ateliers, parce qu'il y a des ateliers 1 fois par mois, il y a un atelier en visioconférence où je réponds à vos questions. Et ensuite, je vous aide aussi, si vous êtes enseignant, je vous aide à comment vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre classe. Vous voyez? Donc, je peux même aussi vous aider individuellement. C'est ce que je fais souvent, donc là, actuellement, avec mes enseignantes de la formation Aimer apprendre à lire et à écrire, puisqu'il y a beaucoup d'enseignantes qui suivent ma formation. Il y a quelques parents, mais la majorité, ce sont des enseignants et des éducateurs. Des éducatrices et des enseignantes, parce que j'ai un papa parent et un jeune homme autiste aussi qui suit la formation. Donc il y a 2 hommes, voilà, et tout le reste ce sont des femmes. Donc il y a actuellement un groupe de 25 personnes qui suivent la formation. On n'a pas fini, hein, on termine là, on a terminé le 2e module. Je vais commencer cette semaine le module sur l'apprentissage de l'écriture. Et donc voilà. Donc je vais ouvrir les portes à un 2e groupe puisque donc voilà, il y a donc les 3 premiers modules qui sont faits. Donc un 2e groupe va pouvoir commencer et vous allez me faire des retours pour que, et ça c'est important pour moi d'avoir vos retours de manière à pouvoir améliorer, voilà, en permanence la formation. Et la formation, elle est accessible depuis chez vous puisque c'est une formation en ligne, accessible depuis chez vous, dans le confort de vos maisons et à vie. Ça veut dire que chaque fois que vous aurez besoin d'aller voir comment faire, quoi faire et comment faire, vous aurez la formation sous la main. Elle sera accessible pour vous à vie. Voilà. Donc, et ça couvre toutes les notions de base de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
du primaire, de 3 ans à 12 ans, et même le début du collège, et pourquoi pas après, même pour des enfants plus grands, pour des jeunes plus grands qui ont raté, qui ont raté quelque chose à un moment donné dans l'apprentissage, il faut recommencer, il faut recommencer depuis le début. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile de rééduquer que d'éduquer, donc c'est pour cela que c'est vraiment important de vraiment prendre soin des enfants de maternelle et des enfants du cours préparatoire. C'est en maternelle finalement déjà que se posent les bases. Donc c'est important de ne pas rater ça. C'est très important. Vouloir aller trop vite, vouloir à tout prix que les enfants sachent lire avant d'entrer au CP, etc., qu'ils sachent écrire et tout, c'est aller trop vite. C'est leur faire violence à ces enfants. Il faut être dans la douceur de l'accompagnement, parce que naturellement, ils ont envie d'apprendre. Donc ne bloquez pas leur désir d'apprendre. Au contraire, encouragez-le. Les enfants, ils sont enthousiastes. Moi, je me réjouis chaque fois que... Franchement, je suis heureuse, je me réjouis. C'est pour moi, je crois que c'est le moment le plus heureux pour moi quand je vois un enfant qui a compris quelque chose et qui découvre un enfant qui commence et qui comprend que ça y est, il peut lire, il a compris ce qu'il lisait, il sait lire, il est heureux quoi. Hier, je me suis occupée d'une petite qui a 10 ans et elle m'a demandé de travailler sur la division. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle sait faire les divisions quand on les pose comme ça en ligne, mais l'enseignant leur demande en fait sur une ligne horizontale, par exemple 8 divisé par 2 égale combien. Bon ben, elle n'avait pas compris qu'il fallait trouver un nombre qui multiplié par 2 donne 8, par exemple. Eh bien, elle n'avait pas compris ça. Et tout d'un coup, ça a été la révélation. Et de voir comment elle était heureuse d'avoir compris ça. Et que, mais moi j'en revenais pas qu'elle n'ait pas compris ça, vous voyez. Et donc quand on laisse les enfants s'exprimer, quand elle est arrivée chez moi hier soir, j'ai demandé, bon ben alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et c'est elle qui m'a dit, ah ben là les divisions, je suis nulle, je comprends rien et tout. Et finalement, c'est pas qu'elle comprenait rien, elle savait faire les... Donc j'ai fini par savoir qu'est-ce que c'est qu'elle savait pas faire. Faut-il s'inscrire aux formations ou sont-elles accessibles à tout le monde? Ben, les formations, la formation Aimer apprendre à lire et à écrire, c'est une formation en ligne qui est payante. Ce n'est pas une formation gratuite. C'est une formation en ligne qui dure 10 mois et voire peut-être 12, ça dépend. Là, j'avais prévu 10 mois, mais finalement, on va continuer encore. On devait finir en décembre, mais vous voyez, on va continuer encore tout le premier trimestre de 2019 et peut-être même ça suffira pas, j'en sais rien, parce qu'en fait j'ai créé cette formation, j'ai ouvert un premier groupe au mois de mars l'an dernier, voilà, au mois de mars de cette année, et donc je crée au fur et à mesure, j'enregistre au fur et à mesure les vidéos, etc. Donc voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Et ben, ça sera fini quand ça sera fini. Voilà, j'avais prévu 10 mois. Ben, si c'est 12, ça sera 12. Si c'est 15, ça sera 15. Mais c'est pas grave, je continuerai. J'irai jusqu'au bout de ce que j'ai promis de délivrer. Voilà. Et donc, le prochain groupe qui va arriver, ben, lui, il aura déjà, il y aura déjà donc 3 modules qui sont prêts. Et moi, je vais continuer donc de délivrer les autres modules avec le premier groupe pendant que le deuxième groupe va commencer sur les 3 premiers modules. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, on va faire comme ça. Et puis peut-être, et certainement que dans le courant de l'année, j'ouvrirai sans doute à un troisième groupe, etc. Wafa, je ne dévoile pas le prix de la formation pour le moment, parce que ce que je veux, c'est que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, et le prix, vous allez le connaître lorsque je vais ouvrir les inscriptions. Voilà. Et voilà. Et donc, avant de parler de prix, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que cette formation va vous apporter, est-ce que vous êtes prêt à vous investir et à aller jusqu'au bout. Voilà, parce qu'en fait, moi ce que je veux, c'est des étudiants qui s'investissent, qui mettent en application ce que j'enseigne,
qui me fassent des retours aussi, mais chacun va aller à son rythme, bien entendu. Voilà, s'il y en a qui peuvent avancer, qui ont du temps, peuvent avancer plus vite que d'autres. Voilà, mais voyez, je ne réponds pas à la question combien ça coûte. Je sais que c'est important. Combien, de toute façon, ça sera le même prix que l'année dernière. Je n'augmente pas du tout le prix. Ça sera le même prix que l'année dernière, vous inquiétez pas. Et je ferai aussi des facilités de paiement comme j'ai fait l'année dernière. Donc, de manière à ce que ça soit accessible au plus grand nombre. Et voilà. Et pour l'argent, c'est une chose et c'est important, c'est certain. Mais ça n'est pas... on trouve toujours le moyen, si c'est pas maintenant, ça sera la prochaine fois. Si c'est pas la prochaine fois, ça sera une autre fois. Mais si on veut vraiment, on se donne les moyens de trouver l'argent nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, il faut que je mette le téléphone en charge parce qu'autrement ça va s'arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera accessible. Et voilà. Oui, Wafa, vous inquiétez pas, ça sera accessible parce que c'est ce que je souhaite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes du Maroc, de Tunisie, voilà, et je sais très bien que vous n'avez pas de gros moyens, et donc il faut que ça reste raisonnable. Et donc moi j'ai trouvé un tarif qui me convient et qui a convenu à 25 personnes, qui conviendra bien donc encore à un certain nombre de personnes. Et encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas pu l'année dernière et qui ont attendu que j'ouvre, enfin je dis l'année dernière, qui n'ont pas pu au mois de mars et puis qui ont dit ça sera pour la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Voilà, vous savez, moi j'ai fait de très nombreuses formations, je n'ai jamais arrêté de me former. J'ai été enseignante, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant enseignante, mais ça je vous l'ai déjà raconté, mais je vais peut-être pas vous le raconter encore ce soir, parce que là je suis fatiguée, mais je n'ai jamais cessé de me former, et donc j'ai de l'enseignement à l'orthophonie, de l'orthophonie à la pédagogie relationnelle du langage, de la pédagogie relationnelle du langage à la psychologie. Voilà, j'ai une maîtrise de psycho, j'ai une licence en linguistique, je me suis en anthropologie, j'ai aussi une maîtrise en anthropologie. Pourquoi l'anthropologie? Parce que lorsque j'étais à l'île de la Réunion, eh bien, je voulais comprendre la difficulté. Moi, mon leitmotiv, mon schéma conducteur, c'est comprendre la difficulté d'apprendre. Donc, j'ai commencé par enseigner à des élèves en difficulté. J'ai eu la chance d'avoir une directrice parce que moi, j'ai dit, mais comment je vais faire? Moi, je n'ai pas de formation. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Je sortais de la fac de lettres avec un DEC de lettres, mais je n'avais juste que mon enthousiasme pour aider ces enfants à apprendre. Je n'avais aucun savoir-faire. Et la directrice me dit, pendant les vacances, vous n'aurez qu'à vous former à la pédagogie freinée. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Abdelhak me dit, s'il vous plaît, je suis très intéressée par le casque. D'accord, Abdelhak, vous avez... j'ai mis le lien. Oui, j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo, là. Vous avez le lien au-dessus de la vidéo. Quand vous pouvez aller regarder, il y a le lien. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ma page de présentation du casque. Et à l'intérieur de la page, vous allez trouver un bouton « J'achète ». Vous appuyez sur le bouton « J'achète ». Et là, on va vous demander votre adresse mail. Ça, c'est pour moi, pour que je puisse après recontacter les personnes. Donc, et ensuite, vous tombez sur le bon de commande. Sur le bon de commande, vous allez avoir le prix
qui sera avec une réduction de 20% à 219 €. Mais comme mon code de réduction personnel est pré-rempli, quand vous faites le suivant, vous allez voir s'afficher les 10% supplémentaires et vous aurez le tarif de 197 € qui va s'afficher. Voilà. Et après, en troisième étape, vous n'aurez plus qu'à payer, voilà, par carte bancaire ou par PayPal. Donc vous avez le lien qui se trouve au-dessus de la vidéo et sinon contactez-moi et je vous donne le lien. Je vais essayer moi si je peux, quand je vais avoir raccroché, je vais essayer de voir si je peux vous envoyer le lien par Messenger. Je ne sais pas si on est connecté sur Messenger tous les deux, je ne sais pas. Voilà, donc je disais qu'au début de ma vie professionnelle, donc j'ai enseigné dans une classe de transition à l'époque et c'était donc 12 filles qui étaient en difficulté et qui devaient réussir l'examen d'entrée en 6e l'année d'après. Et donc je me suis formée à la pédagogie freinée, donc j'ai eu la chance en fait c'était en 68, donc c'était... Wafa me dit, j'ai ma copine qui a commandé le casque jeudi dernier. Ah, très bien. Elle s'appelle comment votre copine? Oui, il y a plusieurs personnes là qui ont commandé le casque, mais donc je ne sais pas qui est votre copine. Merci en tout cas de le faire connaître parce que vraiment c'est un outil de rien, Abdelhak. C'est vraiment un outil exceptionnel, mais à une condition, c'est de s'en servir. S'il reste dans la boîte, ça ne fera rien du tout. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il s'agit de créer des connexions neuroniques et surtout de développer donc les centres du langage dans l'hémisphère gauche et les neurones de la lecture. Donc c'est toute une dynamisation cérébrale qui se fait. Ah oui, d'accord. Oui, oui, j'ai vu son nom. Oui, oui, j'ai vu le nom de Radia, ok. Il faut qu'elle me fasse aussi la demande de rejoindre le groupe L'oreille, le cerveau et la voix. Ok, c'est bien. Merci pour elle. Voilà. Et donc, ce casque, effectivement, permet toute une dynamisation cérébrale en facilitant des connexions neuroniques. Voilà. Donc, mes amis, je vais vous laisser. Je vous finirai de vous raconter mon histoire, comment en fait, voilà, hein, en cherchant à comprendre la difficulté d'apprendre, comment toutes les formations que j'ai faites, voilà, et pour pouvoir aujourd'hui, eh bien, vous transmettre tout ça, en fait, grâce à toutes ces formations, je peux vous transmettre aujourd'hui la formation Aimer apprendre à lire et à écrire. Voilà. Et je m'en réjouis d'ailleurs. Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup d'enseignants qui suivent la formation, chaque enseignant, ça veut dire combien d'enfants qui vont profiter de ce savoir-là. Et ça, je ne maîtrise pas, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, voilà, ça fait beaucoup, quoi. Et ça, je suis ravie de ça. C'est ça mon objectif. C'est aider davantage et toujours davantage d'enfants à aimer apprendre à lire et à écrire. Alors, je vous dis au revoir et bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt.